ben j'aurai de la matière pour la troisième vidéo. Et j'espère que vous avez vu la première, parce que ceci est la deuxième partie d'un triptyque sur la licence Five Nights at Freddy's. La dernière fois, on a parlé lore, on a parlé timeline, et on a, en gros, résumé toute l'histoire de la série jusqu'à Security Breach. Et vu qu'on va se servir de ces infos, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller jeter un œil si c'est pas déjà fait. Et revenez ici après. C'est bon pour le watch time. Bien qu'il s'agisse d'une suite, cette vidéo sera quelque peu différente de la première. Je présenterai, certes, les deux derniers jeux en date, mais en général, je serai moins dans une logique d'exposition de l'histoire que d'analyse de ses thèmes et de sa structure narrative. Après, vous inquiétez pas, je continuerai à tout légitimer et à tamponner le taux de véracité de mes infos à tour de bras. C'est plus un changement de sujet que de méthode. Salutations, chers viewers! Je suis Ultimate Phoenix, mais appelez-moi Ulti! Et aujourd'hui, parlons un peu du présent de FNAF. La dernière fois, on s'était arrêté à Security Breach et à ses multiples fins. À cette occasion, j'avais quelque peu teasé le DLC Ruin en disant qu'il prenait place dans un pizzaplex détruit avec le blob de libre et Princess Quest 3 de terminer. Et donc maintenant, on va absolument pas parler de ça. Enfin, pas totalement. Bon, ok, je m'explique. Pour être franc, j'ai beaucoup hésité sur la forme que devait prendre cette vidéo. Il ne reste que 2 jeux à traiter, mais ils ne font que se répondre et se questionner l'un l'autre. Pire, bien que Hellpoint 2 soit sorti après le DLC Ruin, il se passe chronologiquement avant ce dernier. Si, à l'instar de la première vidéo, je suivais l'ordre de sortie, on se retrouverait à finir sur Hellpoint 2, alors que je trouve ces fins assez claires, surtout qu'on sait sur quoi elles embrayent. C'est plutôt les fins de Ruin qui ont besoin d'analyse et d'éclaircissement, parce que là, on est dans le flou total. Mais en même temps, il y a beaucoup d'éléments de Hellpoint 2 qui ne sont compréhensibles que si on a déjà Ruin en tête, donc je peux pas vraiment suivre l'ordre chronologique non plus. Ainsi, j'ai décidé de faire un mix chelou des deux, où je vais d'abord expliquer le déroulé de Ruin sans parler des fins, puis présenter intégralement Hellpoint 2 avant de passer à l'analyse des fins de Ruin. C'est probablement pas la meilleure méthode, mais... Le temps passe. Et je dois sortir cette vidéo dans les temps, donc faudra faire avec. Et on va éviter de faire des intros de 8 minutes à chaque fois, donc sans plus de cérémonie, passons à Ruin. Alors, depuis le début, j'arrête pas de parler de 2 jeux. Mais Ruin, c'est en fait un DLC à Security Breach. Il corrige bon nombre de défauts de son original, et malgré une durée de vie relativement faible, lui au moins il a un scénario. Pour rappel, dans Security Breach, on jouait Gregory. Et avec l'aide de Glamrock Freddy, il devait survivre à Vanny et son armée de robots hackés. Pour se défendre, Gregory finit par démonter les Glamrock, et, selon la fin, libérer Vanessa de l'emprise de Glitchtrap ou déchaîner le blob, ce qui fait s'effondrer le pizzaplex. Le DLC se déroule quelques temps plus tard, dans un pizzaplex désormais en ruine. Comme le titre du jeu! On incarne Cassie, la meilleure amie de Gregory venue héroïquement à la rescousse de ce dernier après avoir reçu un appel à l'aide. Elle trouvera une phase clé, c'est comme une clé à molette mais en plus Fazbear, lui permettant d'interagir avec le système, qui est toujours opérationnel, sacré tech, ainsi qu'un Talkie Roxy. C'est comme un Talkie-Walkie, mais en plus Roxy. Dont le binôme est, par la sainte magie du scénario, possédé par ce pauvre Gregory qui se dit enfermé au plus profond du Roxy Raceway et ne pouvant être libéré que si Cassie désactive le système de sécurité. Alors, outre le fait qu'il n'y a rien qui va dans cette histoire et que c'est très clairement un piège, remettons un peu de contexte. Vu le niveau de décrépitude du pizzaplex, on pourrait croire que pas mal de temps se serait écoulé depuis Security Breach. Cependant, Gregory ne semble pas avoir vieilli, et dans le jeu de base, on apprend que les animatroniques doivent régulièrement se recharger pour ne pas s'éteindre. Donc, puisque les Glamrock sont encore en activité, alors même que leurs stations de recharge sont détruites, il doit pas s'être écoulé tant de temps que ça en fait. Officiellement, le bâtiment a été touché par un séisme. Gregory nous apprend qu'il aurait été provoqué par quelque chose ayant creusé dans les fondations du bâtiment. Probablement le blob que l'on voit se déplacer librement dans l'installation. Bien que Cassie soit un nouveau personnage, le jeu nous donne pas mal d'informations sur elle. Le pitch du DLC la décrit comme la meilleure amie de Gregory, et comme une grande fan de la licence Fazbear. Et pour être franc, ça se voit plutôt bien. Là où Gregory était dans une logique très œil pour œil, dent pour dent avec les Glamrock, n'hésitant pas à les détruire pour augmenter ses chances de survie,
Cassie est très émotionnellement attachée au robot. Sa première réaction étant de s'inquiéter de leur état. Chica? What happened to you? Poor Roxy. Et comme pour contraster avec les actions de Gregory, Cassie tentera à plusieurs reprises d'aider, voire de réparer les animatroniques. On pourrait expliquer cela par le fait qu'elle a basiquement grandi avec ces personnages. En effet, non seulement Cassie reconnaît la face clé, alors que c'est un outil uniquement utilisé par les ingénieurs du Pizzaplex, mais elle dit même que son père en a une, It's just like my dad's. ce qui ferait de lui un employé de la boîte. Pendant son périple, elle pourra trouver de nombreux objets annexes dont la description est faite à la première personne. On y apprend que Cassie a pu tester des attractions qui n'ont jamais été ouvertes au public, que son père était lui-même un grand fan de la licence, ou encore qu'elle avait passé beaucoup de temps plus jeune sous la garde de Soleil et Lune. Le Pizzaplex, c'est un peu sa deuxième maison. En s'enfonçant dans les vestiges de l'installation, elle finit par rencontrer un étrange staffbot. Alors, les staffbots, j'en ai pas parlé dans la première vidéo, mais c'est plus ou moins eux qui font tourner tout le Pizzaplex. Ils jouent le rôle d'ouvreur de salle, de chef cuisinier, d'alarme de sécurité ambulante et même de guide. Parce que, ouais, en tant que bonne corpo bien dystopique, Fazbear Entertainment a peu à peu remplacé la majorité de ses employés humains par des automates. Ils n'ont pas forcément l'air d'être sentients, sont fabriqués à la chaîne et surtout ne se plaignent pas des conditions de travail. C'est vraiment la chair à canon de base, même les animatroniques les respectent pas. Et dans Security Breach, un running gag faisait que Gregory arrêtait pas de se faire jumpscare par Mapbot. Un staffbot dont le rôle est de donner des cartes du Pizzaplex aux visiteurs. Il est inoffensif, hein, juste il veut que tu prennes une carte. Et donc, Cassie se retrouve face à Maskbot. Une version altérée de Mapbot avec des oreilles de lapin lui offrant le masque de L.TED 1. Présenté comme un masque de sécurité utilisé par les techniciens de Fazbear, le masque permettra à Cassie de se connecter et d'interagir avec la matrice du Pizzaplex via le réseau VAMNI, ou VANI avec un i en VO. Vous commencez à sentir les embrouilles arriver ou y'a que moi? En mettant le masque, Cassie se retrouve plongée dans le réseau VAMNI, aussi appelé Monde AR. Et là on pourrait croire que c'est juste un casque vert avec un skin, le masque nous permet littéralement de traverser la matière et de nous téléporter! Je vous l'avais dit que la tech de cette boîte c'était de la magie noire, vous vouliez pas me croire! Plus sérieusement, c'est bizarre, mais c'est parfaitement en adéquation avec les thèmes du troisième arc. Ne pas savoir comment on est arrivé là, le fait de se perdre dans le monde virtuel au point de ne plus pouvoir distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, plonger trop profondément dans la matrice, se croire sorti alors qu'on est encore dans le système, autant de structures narratives récurrentes dans les nouvelles Tales from the Pizzaplex. Donc oui, réalistiquement ça n'a aucun sens, mais d'un point de vue narratif c'est pas censé en avoir. Cassie ne comprenant pas elle-même comment est-ce que c'est possible. No way. I walked through a big screen and now I'm in Superstar Daycare? Et là où Security Breach avait eu un peu de mal à nous faire adopter la perspective de Gregory, au point où le pauvre gamin se fait haïr sur internet parce que les fans ont plus d'empathie envers les robots qui déboîtent qu'envers lui, Ruin fait vraiment tout son possible pour nous donner un point de vue interne. Toutes les descriptions sont faites par Cassie, on n'a pas d'informations extra-diégétiques, c'est toujours elle qui pose une question et quelqu'un qui lui répond, et même l'objectif en cours prend la forme d'un message qui lui est personnellement adressé. En dramaturgie, on parle d'ironie dramatique quand le spectateur possède des informations essentielles que le personnage n'a pas. Ici, et c'est très rare dans un FNAF, il n'y a pas d'ironie dramatique. Alors oui, on voit venir le coup que la voix dans le talkie est probablement pas Gregory, mais c'est plus quelque chose que l'on suppose que quelque chose que l'on sait à ce moment-là. Tout au long du jeu, on est mis au même niveau que la gamine, tout aussi confus qu'elle sur ce qui se passe. C'est peut-être même la raison qui pousse le jeu à rester flou sur la fin canon de Security Breach. Cassie ne sait pas ce qui s'est passé, et in fine nous non plus. Mais revenons au masque. Quand elle le met pour la première fois, le truc se permet des velléités et lui injecte une puce informatique dans le cerveau. Ça y est, vous les sentez les embrouilles maintenant? Elle rencontre alors LP, avec un i, c'est important. Une sorte d'assistant virtuel servant d'interface utilisateur avec le masque. Il est inspiré de LP, avec un y, une animatronique de FFPS toute mignonne qui te sert de mascotte, de tuto et qui fait même tes déclarations à l'URSSAF. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai pote. Mais LP, avec un i, n'est pas aussi bienveillant. Ou plutôt, il ne l'est pas toujours. Au fur et à mesure du jeu, on pourra le voir osciller entre deux apparences. Une aux yeux bleus et une aux yeux jaunes, avec des veines violettes en prime. Le LP aux yeux bleus agit de façon assez conforme à ce qu'on attendrait de lui. C'est un assistant virtuel qui parle avec un langage très technique, se limitant à des observations factuelles ou des réponses toutes faites. Le LP aux yeux jaunes, par contre, c'est une autre histoire. Il est dirigiste, arrête pas de gaslight Cassie pour qu'elle continue à désactiver la sécurité, et
Ça se voit moins en VF parce qu'on garde le fouvoiement, mais en VO, il utilise subitement un niveau de langage beaucoup plus familier. On comprend alors aisément que si le LP aux yeux bleus est le vrai LP, la version aux yeux jaunes a l'air d'être quelqu'un d'autre parlant à travers lui. Quelqu'un qui aurait intérêt à ce que Cassie libère le soi-disant Gregory. Dans sa quête, elle se retrouvera confrontée à Mexis. Alors, officiellement, il s'appelle l'entité, mais soyons francs, tout le monde dit Mexis. Un mystérieux lapin noir traquant Cassie quand elle est dans la matrice. Il semble posséder un certain contrôle sur le système, en cela qu'il est capable d'appeler les animatroniques pour attaquer Cassie, ou d'activer des inhibiteurs, l'empêchant d'entrer dans le monde virtuel quand elle n'y est pas, et d'en sortir quand elle s'y trouve. Poussée par le soi-disant Gregory et le LP aux yeux jaunes, la petite s'aventurera de plus en plus profondément dans le Pizzaplex. La majorité des animatroniques y sera, visiblement, toujours sous l'influence de Glitchtrap, et Cassie devra survivre à un Monty ayant complètement perdu la raison, qu'elle finira par électrocuter, une Chica tenant plus du zombie que de la poule, qu'elle essaiera de réparer, une armée de mini Music Men à qui on a mis des oreilles de lapin, ça commence à faire beaucoup de références à Vanille là, non? Et même un corps décapité de Freddy. Prise isolément, chacune de ces rencontres est assez intéressante niveau arc de personnage pour les animatroniques. Mais pour cette vidéo, on va surtout se concentrer sur deux interactions qui, selon moi, sont les plus utiles au plot général. Celle de Soleil et Lune et celle de Roxy. Alors, je l'avais à peine évoqué dans la première vidéo, mais Soleil et Lune, ce sont les deux personnalités du responsable de la garderie. Une animatronique devant s'occuper des enfants en bas âge pendant que leur famille visite le Pizzaplex. Ce ne sont pas vraiment deux robots différents, mais plutôt deux IA se trouvant dans un même corps, un peu à la Dr Jekyll et Mr Hyde. Leur gimmick étant que tant que les lumières sont allumées, c'est la personnalité Soleil qui a le contrôle, tandis que lorsque tout est éteint, c'est à Lune de diriger. La façon dont ils sont marketés semble indiquer que Soleil serait un animateur énergique et joyeux, tandis que Lune veillerait au sommeil des enfants dans le silence et le calme. Mais c'est pas vraiment ça qu'on voit dans le jeu. Dans Security Breach, on découvre que, visiblement, Glitchtrap n'aurait infecté que Lune, un Soleil au bord de la crise de nerfs tentant de protéger Gregory de son alter ego, avec bien peu de succès. Si on en croit les bouquins, Lune aurait toujours été méchant, et Fazbear aurait juste fait en sorte qu'il apparaisse jamais en laissant les lumières allumées. Mais ça contredit directement Cassie, qui dit avoir un bon souvenir du temps où elle dormait sous sa garde, donc je vais considérer que c'est une divergence de timeline et que Lune était autrefois un mec bien. Puis le mec a une statue d'or à son effigie, paye le coup que la boîte veut pas qu'on le voit, quoi. Dans Ruine, Lune a définitivement pris le contrôle du corps commun, laissant Soleil prisonnier du monde air. Il demande alors l'aide de Cassie, qui devra utiliser la phase clé pour les redémarrer. Et le redémarrage a eu un effet assez étonnant, en cela qu'il semble avoir créé une troisième personnalité, Eclipse, sorte d'harmonie entre la bienveillance de Soleil et le sang-froid de Lune. Et en y réfléchissant, on sait que redémarrer une animatronique la libère du hack en fait. Rappelez-vous, c'est ce qui est arrivé à Freddy dans Security Breach. Il a eu un bug sur scène, a été éteint et a redémarré en mode sans échec. Petit contexte technique, le mode sans échec, ou safe mode en anglais, c'est un vrai truc qui existe en informatique. En gros, l'ordinateur redémarre avec uniquement ses fonctions les plus nécessaires. Donc, pas de connexion internet, pas de pilote ou d'extension, rien que la base de la base. C'est notamment utilisé pour contrer les virus informatiques. Le système ne lançant que ce qui est nécessaire à son fonctionnement, le logiciel malveillant ne peut pas s'exécuter. Et c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'Eclipse est la forme de base du système de Soleil et Lune. Ce n'est pas une fusion nouvellement créée, c'est la sauvegarde originelle des robots. A posteriori, ça explique aussi pourquoi Freddy avait l'air aussi déconnecté dans Security Breach. Alors, il était pas idiot, loin de là, mais il avait parfois l'air un peu naïf et il avait du mal à lire les situations. S'il n'exécutait que ses fonctions les plus primaires, c'est pas qu'il éteignait, juste qu'il tournait littéralement au minimum de ses capacités. Et c'est à peu près la même chose pour Eclipse. La première chose qu'il fait en se réveillant, c'est de souhaiter joyeux anniversaire. Et vu que Roxy fera une réflexion similaire, j'interprète ça comme le fait qu'il reconnaisse Cassie. Sauf que là, c'est vraiment pas la priorité. Et s'il reconnaît que l'environnement est dangereux pour une enfant, Eclipse sera incapable de comprendre que le Pizzaplex est à l'abandon, précisément car il est en mode sans échec. Ah, et si vous vous demandiez si Soleil et Lune avaient juste disparu depuis le retour d'Eclipse, on peut entendre Soleil reprendre temporairement le contrôle pour remercier Cassie. Donc ils sont toujours là, quelque part. Elle est belle, elle est féroce, elle parle mal. Je vais me faire traiter de furie juste en disant que c'est mon animatronique préférée, et surtout elle est dépressive. On va parler de Roxy.
Roxanne Wolf, surnommée Roxy, c'est une animatronique glam rock servant de mascotte à l'attraction de karting, le Roxy Raceway, ainsi qu'au salon de beauté, le Glam Rock Salon. Et tout son personnage se construit sur ces deux influences. Elle est à la fois edgy et girly, à la fois typée punk et fashion victime, à la fois solitaire et en manque de reconnaissance sociale. Bon, je pourrais parler de cette meuf pendant 3 heures, Fox et Dix peuvent en témoigner. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est surtout sa personnalité et ce que ça dit de son rapport avec Cassie. Notre première rencontre avec la louve se trouve dans Security Breach, où, juste après le concert, on peut la voir devant son miroir en train de parler toute seule et de se jeter des fleurs. Sa caractérisation semble déjà faite, c'est une orgueilleuse. Cependant, si on écoute bien, un « mais » commence déjà à apparaître, ses autocompliments sonnant plus comme un mensonge qu'elle a besoin de se répéter que comme un cri de victoire sincère. Au fil du jeu, ces répliques rendent ça d'autant plus évident, Roxy se faisant carrément insultante tout en s'inquiétant de savoir si les gens l'aiment encore. Everybody still loves me, right? Elle est obsédée par l'idée d'avoir l'air cool, se forgeant une persona de meuf forte et acerbe que rien ne peut atteindre. Car, comme elle dit... Nobody likes a loser. Et le problème, c'est qu'au fond, elle est persuadée d'en être une. On la voit en train de pleurer dans sa chambre, elle n'arrête pas de se parler à elle-même pour se rassurer, et dans L.Tête 2, elle aura même besoin d'écouter des enregistrements d'affirmations positives pour pas péter un câble. On ne sait pas vraiment comment elle était avant le hack, mais dans les bouquins, ça dit que si elle a toujours aimé parler mal et qu'elle avait déjà des problèmes d'estime personnelle, ce n'est que depuis l'infection du système qu'elle est vraiment devenue insultante. Donc on peut acter qu'il fut un moment où elle était sympa. Ça, c'est donc le personnage de Roxy, un orgueil mal placé camouflant une profonde haine d'elle-même. Mais quel rapport avec Ruin et avec Cassie? Dans Ruin, on découvre ce qu'il reste de la louve après le passage de Gregory. Aveugle, on la trouve en train de s'auto-déprécier autour de miroirs détruits et d'affiches d'elle-même déchirées. I know writers who use subtext and they're all cowards. En entendant la voix du pseudo-Gregory, l'animatronique croit que celui qui lui a volé ses yeux est de retour. Après quelques péripéties, elle finit par rattraper Cassie, et alors qu'on l'imaginerait aussi meurtrière que dans le jeu précédent, sa réaction est... étonnante. Give me back my eyes! Let go! Let go! I'm sorry. On n'entendra plus parler de Roxy avant la fin du jeu, où le faux Gregory nous informe que l'ultime nœud de sécurité se trouve être la louve elle-même. On découvre alors, prise au piège sous un chariot élévateur, une Roxy qui semble totalement libérée du hack. Sa façon de parler, ainsi que le fait qu'elle n'ait plus conscience de l'état du Pizzaplex, semble montrer qu'elle est passée en mode sans échec. Et en fait, c'est assez cohérent. Dans Security Breach, le bug qui a fait redémarrer Freddy s'est déclenché quand il a vu un enfant dans la foule, probablement Gregory. Et quand Roxy a reconnu la voix de Cassie, on l'entend, après s'être excusé, commencer à bugger. Donc, ouais, visiblement, le pouvoir de l'amitié est plus fort que le hack! Cette Roxy libérée semble plus attentionnée, souhaitant à Cassie un bon retour au Pizzaplex, se rappelant de sa date d'anniversaire et même de son gâteau préféré. Elle demande enfin à la petite si elle a déjà préparé sa fête d'anniversaire, la rassurant, lui disant que ses amis viendraient, cette fois. Alors, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais le monde virtuel a tendance à réagir aux émotions de Cassie. Les pubs changent pour mettre en avant Roxy, vu que c'est sa préférée. On peut voir des rappels à son père absent, sa première rencontre avec Gregory, et même des bribes de souvenirs de son dernier anniversaire. Grâce à ces bribes, et aux mots de Roxy, on a une image assez claire de ce qui s'est passé. Cassie avait préparé une fête au Pizzaplex, mais malheureusement, personne n'est venu. La seule personne qui était là pour égayer la journée, c'était Roxy. On les voit se maquiller, passer du temps ensemble, la louve apparaissant comme un modèle positif pour l'enfant. Mais une fois la fête terminée, elle n'en demeurait pas moins seule. Et c'est à cette occasion qu'elle rencontrera Gregory, qui deviendra son meilleur, et quelque part son seul vrai ami. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cette journée fut sûrement plus impactante pour Roxanne que pour Cassie. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Cassie l'adore, au point de continuer à se maquiller comme elle. Mais elle l'aime comme on aime une célébrité. Un symbole qui nous aide quand on va mal, un modèle vers quoi tendre. Malgré l'affection qu'elle lui porte, elle sait qu'elles ne sont pas proches. Quand Soleil lui demande de l'aide, ou qu'Eclipse lui souhaite un joyeux anniversaire, elle a pas tiqué. Vu le temps qu'elle a passé dans la garderie, ouais, c'est logique qu'il se souvienne d'elle. Mais lorsque Roxy lui montre qu'elle se souvient de cette journée, c'est pas la même. You remember me? Elle est incrédule, comme si ça n'allait pas de soi. Du point de vue de l'enfant, Roxanne agit comme ça avec tout le monde.
Elle n'est qu'une fan de plus dans le Pizzaplex et ne se sent pas particulièrement importante. Mais pour Roxy, elle a vu une enfant seule, rejetée socialement, en larmes le jour de son anniversaire. De là à dire que la louve s'est reconnue en la gamine, il n'y a qu'un pas que je franchirai allègrement, mais ça c'est moi. Alors, c'est sympa, hein, mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien, parce que ça donne plus de corps à la narration de Ruine. Cassie est un miroir à Roxy. Tout comme elle cherche désespérément une validation sociale, et tout de suite, le fait qu'elle ne questionne pas le soi-disant Grégory, ou qu'elle ne se méfie pas du piège évident, devient très logique. Grégory, c'est pas juste un pote au pif, c'est son unique ami. Elle est prête à explorer un complexe à l'abandon et à se confronter à des robots tueurs parce que, sans lui, elle serait à nouveau seule. Et c'est en exploitant ce sentiment que le faux Grégory a pu lui faire désactiver tout le système de sécurité. Mais il reste encore un dernier nœud à détruire, et c'est en pleurant et en l'implorant de la pardonner que Cassie éteindra l'animatronique. I love Cassie. Happy birthday, Cassie. Fox, I'm sorry. I'm so sorry. Ça y est, le système de sécurité est désactivé. Il est temps de libérer la bête. Guidée par la voie jusqu'au faux restaurant de FFPS, Cassie trouvera une salle scellée par un mur en béton. En le détruisant, elle découvrira qu'en lieu et place de Grégory se trouve un gigantesque endosquelette imitant sa voix, le Mimic. Et si vous voulez connaître le lore du Mimic dans les jeux, il en a pas. Je déconne pas. On en parle beaucoup dans les bouquins, mais dans Ruine, le seul truc qu'on sait, c'est que il était là depuis longtemps. Alors, on peut trouver le sac de Grégory dans la salle scellée, un conduit de ventilation détruit de l'autre côté, et il faut bien qu'il ait chopé son talkie-walkie quelque part, donc on peut présumer que c'est le vrai Grégory qui l'a enfermé là, mais franchement, c'est déjà se rattraper à des branches. Mais alors que le Mimic était sur le point d'attaquer Cassie, on découvre qu'en fait Roxy n'était pas morte et a réussi à se libérer du chariot élévateur, à descendre de sa ascenseur, à passer à travers une grotte inondée sans se faire électrocuter et à rattraper Cassie, tout ça aveugle et à temps pour la sauver. Merci le scénario. Mais c'est un plaisir. Et cliffhanger, on passe à L.2. Comme son nom l'indique, L.2 est un jeu VR avec le même concept de base que L.1. Une réinterprétation des jeux précédents avec des mini-jeux en prime. Et comme son nom ne l'indique pas, il se passe entre Security Breach et Ruine. Bon, en fait ce serait plus juste de dire qu'il se passe pendant une période débutant un peu avant Security Breach et se terminant au début de Ruine. Parce que, au début du jeu, on peut voir les Glamrock tels qu'ils étaient avant le passage de Grégory, et on finit avec des animatroniques complètement défoncés et une des fins qui montre même Cassie en train de récupérer le masque. Cette fois-ci, pas de virtual experience, on joue un technicien de Fazbear Entertainment. Et en tant que tel, on sera amené à compléter diverses activités dont il est parfois compliqué de savoir si elles se passent vraiment ou si on est dans la matrice. Troisième arc, thème de la confusion, tout ça. Mais vous commencez à avoir l'habitude avec cette licence, des choses plus inquiétantes se trament dans l'ombre. Le hub général se trouve dans les vestiges du faux restaurant de FFPS, ce qui pose déjà question. Et on sera plus ou moins guidé par une version cartoon de LP, qui, dans les fichiers du jeu, s'écrit avec un i, et par Mystic Hippo, une animatronique diseuse de bonne aventure s'exprimant en énigme. Vers à peu près la moitié du jeu, on débloque la phase clé. Avec elle, on peut ouvrir une porte scellée par un verrou électronique. Et ce qu'il y a dans cette salle change drastiquement la lecture que l'on pouvait avoir du jeu. On y trouve Princess Quest 4. Et à ses côtés, un inhibiteur comme dans Ruine. Et rappelez-vous, ils empêchent d'entrer dans le monde virtuel quand on n'y est pas, mais ils empêchent également d'en sortir quand on y est. Une fois l'appareil désactivé, mettre la main à notre visage nous révèle que nous portions le masque de Lapine Blanche depuis le début. Enfin sorti de la matrice, on découvre un décor beaucoup plus réminiscent de celui de Ruine. Et c'est là où les choses se gâtent. Après avoir complété les niveaux, LP nous récompense en nous offrant des figurines, qui ressemblent beaucoup trop à des Transformers, à l'effigie du MCI et de Puppet. Me demandez pas en quoi ces gamins sont encore importants pour le troisième arc, j'en ai aucune idée. Et une fois qu'on les a toutes récupérées, se déclenche la première fin du jeu. Take a mask. Take a mask.
Il y a beaucoup de choses à dire à propos de cette fin. Déjà, elle nous apprend que l'entité qui parlait à travers le LP aux yeux jaunes était probablement Glitchtrap. En effet, même si son apparence est différente, c'est lui qui nous informe des figurines quand on les gagne. Et si on refuse de les prendre, il se fait plus dirigiste et menaçant, comme dans Ruin. Cette fin s'appelle d'ailleurs la fin Help Trap dans les fichiers du jeu. Et puis, Glitchtrap ayant la main mise sur le système, c'est parfaitement logique qu'il soit capable de contrôler un assistant virtuel. On a également la confirmation que Glitchtrap et Burntrap sont liés. Merci Captain Obvious, vous allez me dire, mais depuis Ruin, le consensus était plutôt de dire que Burntrap avait été retcon et que le Mimic le remplaçait. Mais pour comprendre tout ça, je vais devoir faire une parenthèse sur le Mimic. Oui, je sais ce que j'ai dit. Le Mimic n'a aucune backstory dans les jeux, mais on est dans le 3e arc. Et dans la première vidéo, j'avais précisé que, dans cet arc, c'est pas encore clair si la timeline des jeux est différente de celle des livres ou non. Et oui, j'ai déjà énoncé des différences, mais il faut prendre en compte que celle-ci se trouve dans Security Breach et son DLC, soit le jeu où Scott a avoué ne pas avoir communiqué son scénario avec les devs. Par exemple, Burntrap, c'était pas censé être un boss dans l'esprit de Scott, mais plus une espèce d'hallucination apparaissant dans la vision périphérique de Gregory. Après, maintenant c'est fait, on va pas décanoniser Security Breach. Mais tout ce que je dis, c'est qu'il est possible que les différences trouvables soient fortuites et causées par cette mauvaise communication. Et que donc, à partir de maintenant, on pourrait utiliser les livres comme des confirmations. Bon, je vais être très franc, je le crois à 0%. Mais par honnêteté intellectuelle, je peux pas vraiment poser ça comme un fait tant qu'on n'a pas Secret of the Mimic en main. Donc, je vais pas pouvoir y échapper, on va devoir parler des livres. Le Mimic, c'est l'antagoniste principal des nouvelles Tales from the Pizzaplex. Il aurait été créé à l'époque du Fredbear's Family Diner par Edwin Murray, encore un autre génie de la robotique, parce que faut croire que dans l'univers de FNAF, y a que ça, des mecs qui font de la technomagie. Edwin ne l'a cependant pas créé pour un restaurant, mais pour servir d'ami à son fils, David. Pour ne pas s'embêter à devoir coder une personnalité, Edwin le designa avec la capacité d'apprendre par mimétisme. Le Mimic imita donc David, et ils devinrent inséparables, le robot allant même jusqu'à copier sa posture, l'enfant portant constamment une peluche de tigre blanc. Cependant, on ne peut pas faire d'histoire de FNAF sans tuer d'enfants, et David se fera renverser en allant chercher son ballon sur la route. Après la mort de son fils, Edwin est inconsolable, mais le Mimic, incapable de comprendre, continuera de suivre sa programmation et d'imiter David. Le père, ne pouvant supporter de voir sa création agir comme son fils disparu, explosa de colère et le rua de coups avec un tuyau métallique. Le Mimic apprit donc la violence. Alors, précisément, c'est impliqué que c'est un peu plus mystique que ça en fait. La narration dit que Edwin a senti sa haine quitter son corps pour s'engouffrer dans le Mimic, et, si ça peut être métaphorique, dans les nouvelles Fazbear Fright, il y avait un concept qui s'appelait l'agonie. Et c'est basiquement des émotions humaines suffisamment concentrées pour donner vie à un objet, même s'il n'y a pas d'âme morte. Et en fait, ça peut marcher avec toutes les émotions, pas seulement l'agonie, et c'est techniquement considéré comme étant des remnants. Ouais, vous voyez, c'est pour ça que j'ai du mal avec les bouquins. Dans tous les cas, on n'entendra plus parler du Mimic avant des années, où, au moment de la construction du Pizzaplex, les employés de Fazbear ont pour ordre de réhabiliter le faux restaurant de FFPS sans muser de la licence. Ce qui est un énorme doigt d'honneur fait à Henry, mais ça c'est autre chose. On leur donne plusieurs animatroniques vintage pour l'exposition, et le Mimic en fait partie parce que... Des employés qui devaient démembrer les animatroniques pour les transporter plus facilement eurent la flemme de faire leur boulot et décidèrent de recoder le Mimic pour le faire à leur place. Et il est très efficace! Tellement qu'à force de démembrer les squelettes robotiques, il a commencé à le faire avec les organiques. C'est dingue ça, non? Les survivants scellèrent alors la porte en coulant du béton dessus. Quelque temps plus tard, le Pizzaplex marche pas assez au goût de la direction. Pour le patron, le problème est que ça prend trop de temps et d'argent de concevoir des scénarios originaux pour les différentes attractions VR. Il arriva donc à la conclusion de tout chef d'entreprise: pourquoi payer des auteurs quand on peut utiliser ChatGPT? On installe donc le Storyteller, un immense baobab mécanique contrôlant tout le système et développant de nouvelles histoires à la chaîne. Edwin Murray, qui a monté les échelons depuis, se rendra compte que les animatroniques agissent bizarrement, et finira par découvrir que le Storyteller utilisait le même programme que le Mimic, corrompant tout le Pizzaplex. C'est l'équivalent dans les livres de la corruption de Glitchtrap, et avant que vous demandiez, non, on ne parle jamais explicitement du virus dans les bouquins. Et c'est pour ça qu'une théorie très populaire veut que Glitchtrap soit le Mimic. Parce que, dans les faits, que ce soit un baobab ou un lapin, il se passe basiquement la même chose. Dans Ruin, Cassie peut découvrir des extraits de BD visiblement dessinés par Gregory. Et étonnamment, elle représente les différentes fins du jeu, à l'exception notable de la fin Princess Quest. L'interprétation principale était donc que la fin Princess Quest était la seule fin canon, et que les autres n'étaient que des créations de l'imagination de Gregory, Burntrap compris.
C'est assez cohérent avec le jeu de base, puisque la plupart des fins, ils sont vraiment sous format bande dessinée. Sauf que, à l'époque, la fin Princess Quest l'était aussi, c'était Burn Trap qui l'était pas. Tout ça pour dire que le fait de référencer Burn Trap dans L.Ted 2, c'est vraiment pas anodin. L'autre éléphant dans la pièce, c'est évidemment le fait que l'on voit à travers les yeux de Maskbot. Et c'est pas un plot twist qui sort de nulle part, parce que dans Ruin, si on regarde Maskbot avec le masque, on peut voir qu'il possède ce qui ressemble à un cerveau humain. Et c'est le seul qui est comme ça. Soit c'est métaphorique et ça nous dit simplement que Maskbot est tenté par le protagoniste de L.Ted 2, soit c'est littéral et on a vraiment mis son cerveau dans un robot. Ah, et si vous vous posez des questions à propos de l'apparence des Staffbots qui nous tuent, ils apparaissent à la fin de Security Breach, ils référencent Nightmarion, qui est la version Nightmare de Puppet. On retrouve sa peluche absolument partout dans le Pizzaplex, et je vais pas essayer de vous entourlouper, personne sait ce que ça veut dire. Ça, c'était donc la première fin de L.Ted 2. Et si vous l'avez trouvé complexe, vous avez pas encore vu la deuxième. Dans la salle de l'inhibiteur, on avait trouvé une borne d'arcade de Princess Quest. Mais non, pas Yves, 4. Pour l'activer, il faudra revenir dans certains mini-jeux et compléter des énigmes environnementales pour que le bras de Glitchtrap apparaisse et nous tende des espèces de poupées vaudou à l'effigie du MCI et de Puppet, appelées souvenirs dans les fichiers du jeu. Une fois toutes les poupées rassemblées, on peut les échanger à Mystic Hippo contre un jeton corrompu et activer l'arcade. Le jeu commence similairement aux opus précédents, avec Oldman Conséquence qui nous parle de manière chelou avant de nous donner une épée pour trancher du glitchtrapien. Il faudra trouver une clé ouvrant une mystérieuse salle dans laquelle on trouve notre propre personnage en train de jouer à la bande d'arcade. Et si on se retourne, la princesse est vraiment là. En mettant un coup d'épée à notre protagoniste, on se retrouve transporté à l'intérieur même du jeu. Au bout de notre périple, on finit par arriver dans un cimetière où on retrouve les poupées du souvenir sur des tombes à activer dans un certain ordre. Et il va falloir qu'on s'arrête un peu là-dessus parce que c'est important. Le bon ordre est le suivant. Chica, Foxy, Freddy, Bonnie, Golden Freddy et Puppet. Ouais, Puppet en dernier, ouais. Et ça a fait l'effet d'une bombe dans la communauté. Depuis FFPS, c'était plus ou moins acté que Charlie, l'enfant dans Puppet, était morte en premier, puis que le MCI avait eu lieu. Ce que semble nous dire cette séquence, c'est que non, Charlie a été tué après le MCI. Et ça pose beaucoup de problèmes. Déjà, dans FFPS, Henry, le père de Charlie, disait lui-même que William, le tueur, l'avait blessé en premier, et que ensuite les choses avaient dégénéré. De plus, dans L.Ted 2 même, on découvre le souvenir de Puppet en tapant 1983. Donc, Charlie a quand même été tué en 83, alors que les livres et les spin-offs arrêtent pas de nous dire que le MCI se serait passé en 85. Donc, soit c'est un retcon et le MCI, le meurtre de Charlie et la morsure de 83 se sont passés tous les trois dans la même année, c'est quand même gros, soit cet ordre n'est pas l'ordre des morts. Le cas échéant, la théorie la plus fonctionnelle qu'on aurait, ce serait de dire qu'il s'agit de l'ordre dans lequel les âmes sont passées de l'autre côté. On aurait donc d'abord le MCI, qui serait en paix soit depuis FNAF 3, soit depuis FFPS, tout dépend de si vous croyez à Molten MCI, puis Charlie dans le feu de FFPS. Le seul souci, c'est que Cassidy est restée pour torturer son meurtrier, et elle n'a jamais vraiment reposé en paix. À la limite, on pourrait se dire que Golden Freddy représente plus le Crying Child que Cassidy, mais ça commence déjà à ressembler à du cherry picking. Dans tous les cas, c'est là le bon ordre, car en plus d'ouvrir la porte vers la deuxième fin du jeu, il ouvre aussi un escalier souterrain, où, dans un coffre, on trouve un masque de Bonnie avec la description « Il a l'air familier ». Et quand on y réfléchit... ouais, un mec avec un masque de Bonnie sur la tête, ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Parenthèse. Alors, de toutes les théories qu'on a sur le troisième arc, on arrive à une de mes préférées. Celle qui dit que ce mec, un ami de Michael Afton, serait le protagoniste de L.Ted 2. Mais la théorie va même plus loin que ça, et propose l'idée que celui qu'on va appeler le Bonnie Bully est aussi le père de Cassie. Il y a d'abord une série d'indices indirects qui pourraient aller dans ce sens. Dans L.Ted 2, on nous dit qu'on a l'air d'avoir des enfants. Mystic Hippo décrit la face clé comme nous étant familière, et on a même une réinterprétation de la mort d'Elizabeth Afton, sauf que cette fois, Baby ne fait rien, puisqu'on jouerait un adulte. Mais surtout, c'est la structure narrative des jeux qui tend vers cette idée. En dramaturgie, il y a un truc qu'on appelle le fusil de Tchekhov.
C'est une règle de narration exprimée par le dramaturge Anton Tchekhov et qui dit que si vous écrivez qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il doit servir à un moment dans le récit. Parce que si le fusil ne sert à rien, alors à quoi bon préciser qu'il est là? L'idée, c'est que chaque détail qui est appuyé par la narration doit servir cette narration. Même si c'est une fausse piste, il faut que ce soit étudié à un moment donné. Et le père de Cassie, c'est l'exemple type du fusil de Tchekhov. Dans Ruine, Cassie le mentionne oralement. Il est présent dans les descriptions des objets et même dans les souvenirs du monde virtuel. Et pourtant, il sert à rien dans Ruine. Ok, c'est sympa de savoir que Cassie est la fille d'un employé qui était aussi fan de Fazbear, mais on apprend beaucoup plus de choses que ça, et aucune ne sert le récit de Ruine. Elles devront donc naturellement servir plus tard, comme dans le jeu suivant par exemple. Et parmi ces informations inutilement précises, on trouve notamment le fait que le personnage préféré du père de Cassie était Bonnie. Non seulement ça, mais il collectionnait aussi les produits dérivés estampillés Freddy and Friends, un vieux cartoon qui n'est pas sans rappeler le Fredbear and Friends de 1983. Mais l'indice que je trouve le plus probant, c'est sans doute la description que Cassie fait du fameux masque de Bonnie, parce que oui, elle peut le trouver aussi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, dans le contexte de Ruine, ça peut totalement être lu comme renvoyant juste à Bonnie lui-même, parce que, fut un temps, il y avait un glamrock Bonnie au Pizzaplex. Il était très populaire chez les enfants, il était proche de Freddy, sans doute très proche de Freddy même, et il a soudainement disparu, choquant les visiteurs. Mais, en prenant Hellpointed 2 en compte, elle pourrait tout aussi bien parler de son père. Je veux dire, outre le fait que Cassie parle déjà de cette disparition avec la peluche du lapin et que ça ferait redondant, le fait est que ce masque ne représente pas Glamrock Bonnie. Il n'est pas de la même couleur, il n'a pas le même design, ça, c'est le masque du Bonnie original. Celui qu'aurait porté le Bonnie Bully, et qu'il aurait peut-être encore, vu que c'est un collectionneur. On voit, dans le monde virtuel, des notes laissées à Cassie par son père, l'informant qu'il ne rentrerait pas de la nuit. Et vu que la gamine à 12 ans et demi a pu venir dans un bâtiment en ruine sans se faire choper par le padré, soit il est profondément incompétent, soit il n'est jamais revenu. Après tout, Cassie ne parle de son père qu'au passé. Bon, ça c'est déjà pas mal, mais et si je vous disais que la théorie allait plus loin? Et si je vous disais qu'on connaissait sans doute le nom du père de Cassie? Et si je vous disais de vous souvenir de Jérémy? Alors, dans les jeux, il y a en fait 3 personnages qui s'appellent Jérémy. Ouais, il y a plus de 10 000 prénoms dans le monde et Scott a quand même réussi à faire des doublons. D'abord, il y a le petit Jérémy, qui est l'enfant qui hante Bonnie. On apprend son nom dans les tombes de FFPS en les comparant avec les masques d'animatronique de FNAF 3. Ensuite, il y a Jérémy Fitzgerald, protagoniste de FNAF 2 et victime de la morsure de 87. Enfin, il y a Jérémy le bêta-testeur. Première victime de Glitch Trap, celui dont on parle dans Hellpointed 1 et qui a dû se couper le casque vert au Massico. On a déjà fait cette blague. Dans Hellpointed 1, la phrase « Remember Jeremy », soit « Souviens-toi de Jérémy », peut apparaître lors d'une mort. Renvoi évident à Jérémy le bêta-testeur, cette phrase n'est pas qu'un easter egg isolé, mais est devenue récurrente dans le 3e arc, un teaser sur le site de Scott portant déjà cette phrase avant même la sortie du jeu. Selon la Tape Girl, lorsque Jérémy s'est coupé au massicot, il y avait une espèce de masque d'Halloween sur le sol, et ce dernier était couvert de la même encre que Jérémy lui-même. D'un côté, ça peut être n'importe quoi. De l'autre, le masque de Lapine Blanche correspond plutôt bien à cette définition. Et on se souvient que, dans Ruine, la première chose que fait le masque est d'injecter une puce électronique dans le cerveau de son porteur. Si Jérémy essayait de se libérer de l'influence de Glitch Trap, alors peut-être que ce qu'il essayait de couper au massicot, c'était la puce qu'il avait dans le front. Après tout, on commence avec le masque dans Hellpointed 2, on ne le gagne pas, donc il fallait bien qu'on l'ait avant. Mais pourquoi est-ce que Jérémy le bêta-testeur serait revenu dans la matrice après avoir tout fait pour s'en extirper? Eh bien, on a peut-être la réponse grâce à lui. Et lui, c'est Candy Cadette, une animatronique vendeuse de bonbons apparue pour la première fois dans FFPS. Son gimmick, c'est qu'en plus des friandises, il offre des histoires. Et celles-ci, bien que cryptiques, ressemblent à des versions romancées du lore, comme si on transformait l'horrible réalité en conte pour enfants. Et depuis le 3e arc, Candy Cadette semble avoir obtenu des pouvoirs de prémonition parce qu'il prophétise à demi-mot le sombre futur qui attend nos héros. Dans Ruine, il raconte l'histoire d'une mère et son fils vivant proches d'un monstre. Tant qu'ils ne lui ouvrent pas la porte, ils en sont protégés, mais le monstre apprend, et en profitant de l'absence de la mère, il imitera la berceuse qu'elle chantait à son fils pour le piéger et le forcer à lui ouvrir. Alors, les gens ont fait plein d'interprétations différentes, certains y voyant Grégory et Vanessa rencontrant le mimique pour la première fois.
Mais personnellement, au lieu d'y voir une espèce de backstory déguisée, j'y vois quelque chose de beaucoup plus simple. C'est un conte, donc pas besoin de vouloir faire du littéral. Une mère et son fils, c'est une dynamique narrative, le protecteur et le protégé. Pas besoin de chercher vraiment une femme adulte et un enfant. En soi, vous remplacez la mère par Grégory, le fils par Cassie et le monstre par le mimique, et vous avez le scénario de Ruin. Le mimique est enfermé derrière sa porte en béton, d'une manière ou d'une autre il entend Grégory et limite pour forcer Cassie à lui ouvrir. Et si vous vous demandez en quoi est-ce que Grégory a le rôle narratif du protecteur, bah... Gregory? Ouais, le vrai Grégory a essayé de la prévenir. Et donc, qu'est-ce que dit ce bon Candy Cadet dans Hellpointed 2? Now let me tell you a story about a young woman who, when she was little, was led into a dark forest by a witch and almost eaten. She had fallen for the friendly voice without discernment and was led astray. She had escaped before being thrown into the oven, but would have a scar for the rest of her life. When she had grown, she sought revenge on the witch and entered the forest again willingly, this time with the confidence of age and experience. She was greeted at the mouth of the forest by a young boy who offered to help guide her through the darkness. She welcomed the help and followed the young boy over the river, through the jagged trees, and toward a small house. Come, the boy said, rest here before killing the witch. The young woman was tired and would kill the witch in the morning. She followed the boy into the house. The oven door closed. The witch would finally have her meal. Ainsi, suivant cette interprétation, Jérémy serait revenu volontairement pour en finir avec Glitchtrap. Mais ce faisant, il se fit piéger dans la matrice, devenant un simple rouage dans la machine, forcé d'offrir comme seul héritage à sa fille le masque qui causera sa perte. Et s'il fallait un énième argument, le succès quand on trouve une poupée du souvenir, soit les clés nécessaires pour trouver le masque de Bonnie, s'appelle... Vous vous souvenez de Jérémy? Bon, ok, j'avoue, mauvais argument. L'illustration montre la poupée de Bonnie, et vu que l'enfant qui hante Bonnie s'appelle aussi Jérémy, ça pourrait juste renvoyer à lui. Mais je fais ce que je peux pour que ça ait du sens, ok? Bref, ça, c'est pour montrer que Jérémy le bêta-testeur est probablement le père de Cassie. Mais la théorie propose même l'idée que Jérémy le bêta-testeur et Jérémy Fitzgerald soient le même homme. Après tout, si Jérémy le bêta-testeur est bien le Bonnie Bolly, ça pourrait même être logique. C'est un ami d'enfance de Michael Afton, et si ce dernier part dans une vendetta contre son père pour faire sa rédemption de la morsure de 83, bah pourquoi pas lui aussi. Dans FNAF 2, le phone guy précise que Jérémy Fitzgerald est là pour un petit boulot d'été, ce qui pourrait indiquer un certain jeune âge, et ça ferait qu'il serait pas encore grabataire à l'époque du troisième arc. Et même si j'avoue qu'on a assez peu d'éléments qui lient Jérémy Fitzgerald au Bonnie Bolly, ce serait narrativement très intéressant. Depuis le Security Logbook, chaque protagoniste de la saga est devenu pertinent dans le fil rouge de l'histoire. Mike incarne 90% du cast, Vanessa passe de protagoniste à antagoniste à deutéragoniste, Grégory est un personnage récurrent, Cassie a juste beaucoup trop de backstory pour pas être réutilisé à l'avenir. Ouais, à côté, Jérémy Fitzgerald, c'est juste un perso page blanche qui se fait bouffer par Mangle, et puis c'est tout. Le fait qu'il soit Jérémy le bêta-testeur, le Bonnie Bolly, le père de Cassie et le protagoniste de Hellpointed 2, ouais, là ça lui donne un rôle majeur dans le récit, à l'instar des autres protagonistes. Malheureusement, même s'il est canon que Jérémy Fitzgerald a survécu à la morsure de 87, le livre interactif sur le phone guy dit qu'il est, au moins à l'époque de FNAF 1, encore un légume. Alors oui, il est toujours possible qu'il se remette plus tard, tout comme il est possible que les bouquins soient pas dans la timeline du troisième arc. Mais ça fait beaucoup de si, et même si ça me peine, je vais devoir mettre un présumé. Car c'est pas parce que ce serait une bonne idée que c'est forcément vrai. Donc, tout ça pour dire qu'on joue très probablement le père de Cassie, qui est sans doute le Bonnie Bolly, Jérémy le bêta-testeur, et peut-être Jérémy Fitzgerald. Fin de la parenthèse. Reprenons donc la deuxième fin, là où nous l'avions laissée. Après avoir activé les tombes, on ouvre, certes, l'escalier nous menant au masque de Bonnie, mais aussi une porte nous permettant de continuer. En l'empruntant, on tombe nez à nez avec Old Man Conséquence. Jérémy lui remettra le masque de Lapine Blanche, contre quoi il nous offrira la peluche de Glitchtrap, qu'il avait miraculeusement sur lui, ce qu'il considère être un échange équitable.
On s'avance alors dans ce qui ressemble à l'ascenseur de Sister Location, et... Naughty, naughty. Bon. Voir un virus psychopathe se faire écraser par une furie de 10 mètres de haut faisait pas partie de mon bingo, mais pourquoi pas après tout? Quant à savoir pourquoi elle a tué Glitchtrap, il faut revenir un peu sur la dynamique qu'ils entretenaient. Dans la première vidéo, je vais présenter Vanny comme l'apprenti de Glitchtrap, et si c'est pas totalement faux, il faut mesurer ce propos. Vanny, c'est une création du virus. Lorsque la fusion a été avortée dans le Pointed 1, elle s'est tout de même partiellement effectuée, et au lieu de transformer Vanessa en nouvel hôte pour Glitchtrap, elle s'est retrouvée avec une partie de sa psyché qui pensait désormais comme lui. Vanny, ce n'est pas une marionnette, c'est une Vanessa corrompue, sa partie sombre, les ténèbres de son cœur, pour parler en langage Kingdom Heartien. Et c'est très cohérent avec l'idée que Glitchtrap est un virus informatique, c'est une maladie qui se répand. Mais si ses pulsions et objectifs coïncidaient avec ceux de son créateur, elle ne lui a jamais témoigné de loyauté. Dans Special Delivery, on découvre même que le virus doit la menacer de la tuer ou de lui briser les doigts pour la forcer à obéir. Cette fin, c'est finalement un retour de karma assez classique. Glitchtrap a créé un monstre qui est devenu trop fort pour lui, et quand Vanny n'eut plus besoin de ses pouvoirs, elle le détruisit purement et simplement. Mais Vanny était pas détruite? La fin Princess Quest de Security Breach l'avait pas éradiquée? Eh bien, premièrement, non. Et deuxièmement, c'est compliqué. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter, mais on ne sait pas quelle fin de Security Breach est canon. Soit c'est la fin Princess Quest, soit c'est la fin Burn Trap, soit c'est un mix chelou des deux à la fois. Mais il est possible que Vanny survive dans tous les cas. Je vais donc proposer deux explications, une considérant que la fin Princess Quest a eu lieu, et une considérant qu'elle n'a pas eu lieu. Si la fin Princess Quest est canon, alors Gregory a réussi à libérer Vanessa de l'emprise de Glitchtrap. On s'attendrait donc à ce que Vanny soit détruite, puisqu'elle est la résultante de cette emprise. Mais, et si au lieu de purger Vanny de l'esprit de Vanessa, elle n'en avait été que séparée? Bien que je ne pense pas que les timelines des jeux et des bouquins soient la même, on ne peut pas nier des similitudes dans les thèmes ou le fonctionnement des deux. Et justement, le protagoniste des nouvelles B7 et B7-2 est un cas assez intéressant. En résumé, on suit un humain qui se prend pour une animatronique et qui, suite à diverses opérations chirurgicales, a rendu son corps à moitié cybernétique. Mais suite à une soudaine révélation, il se retrouve libéré de sa folie et, après un accident, se réveille à l'hôpital où les médecins lui apprennent que toutes ses greffes ont été rejetées par son corps, mais qu'elles sont parties d'un seul bloc, comme si elles étaient connectées. Plus tard, notre protagoniste retrouve son autre lui, l'ensemble de ses greffes devenu autonome, cherchant un nouvel hôte à parasiter. Bon, après il fusionne avec la grand-mère du héros qui était mourante donc il meurt comme ça, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on nous montre que ce genre d'histoire, où un être unique se scinde en deux personnalités opposées, qui deviennent chacune leur propre être autonome, est possible dans l'univers de FNAF. Vanessa, c'est la moitié qui existe dans le monde réel. Vanny, la moitié restée bloquée dans la matrice, comme Glitchtrap avant elle. Au contraire, si la fin Princess Quest n'est pas canon, alors Vanessa continue juste d'être une menace en fursuit. Et, à force de perfectionner son contrôle sur le système, elle parviendrait à éliminer son ancien mentor et tortionnaire. Et qui sait où elle s'arrêtera, maintenant qu'elle est seule maîtresse à bord? Il reste beaucoup de questions. Comment Oldman Conséquence était-il en possession de Glitchtrap? Ou d'où est-ce que sort Vanny? Mais j'ai bien peur que les réponses ne se trouvent dans les contenus inutilisés du jeu. Parce que, oui, en plus d'avoir été évincé de Security Breach, Vanny a encore été cut à hauteur de 90% de ses apparitions. Les mains de Glitchtrap qui nous donnent les poupées du souvenir, c'était censé être celle de Vanny à la base. Mystic Hippo qui parle en énigme, pareil, c'était aussi censé être elle. Et on le sait parce qu'elle devait explicitement finir par demander à Jérémy de lui livrer Glitchtrap.
Les raisons de ces coupures sont inconnues, mais le pire, c'est qu'on peut pas vraiment s'en servir, parce que là, c'est vraiment toute apparition de la lapine qui a été coupée. Donc, on sait même pas ce qui reste cohérent avec l'histoire finale. In fine, toute la deuxième fin semble être un immense piège mis en place par Vanny pour détruire Glitchtrap. Et soit vous considérez que Glitchtrap était Afton, et que Oldman Conséquence l'avait parce que c'est plus ou moins son rôle de le garder prisonnier depuis Ultimate Custom Night, soit vous considérez que c'est le programme du Mimic, et j'ai pas la moindre idée de ce qu'il fout là. Les dialogues inutilisés disent juste qu'une partie de son code subsiste, point final. Mais en même temps, c'est Oldman Conséquence. On sait toujours pas exactement ce qu'il est ni ce dont il est capable, donc bon, capturer Glitchtrap, ça me semble pas irréaliste. On a donc deux fins opposées. Une où Jérémy libère Glitchtrap et se retrouve à hanter le système après sa mort, que l'on sait canon, car elle embraye sur le début de Ruin, et une où Vanny revient pour confronter son ancien maître et prendre sa place. Que l'on sait canon aussi, vu que l'on peut voir dans Ruin la silhouette du virus réduite en poussière juste à côté de Princess Quest 3. On semble être dans un cas similaire à Security Breach, où les deux fins semblent canon simultanément. Et en réalité, cette fois, c'est assez possible. On ne peut débloquer les indices pour la fin Vanny que après avoir eu la fin Help Trap. Mystic Hippo, qui était à l'origine censé être l'intermédiaire de Vanny, nous demande même si nous avons vraiment regardé nos mains. Do you ever look at your hands? I mean, really look at your hands. Renvoyant aux manettes VR, et qui semble indiquer que, même sans le masque, on reste dans une certaine version de la matrice. De fait, Jérémy pourrait être volontairement venu en finir avec Glitchtrap, mais se fait piéger et tuer. Son âme entra alors le système, mais sera incapable d'agir dessus, le forçant à assister, impuissant, à la mise en place d'un nouveau traquenard pour sa propre fille. Mais Vanny, cherchant à prendre le contrôle du réseau, trouve le moyen de communiquer avec lui via Mystic Hippo, et lui donne les clés pour activer Princess Quest 4. Étant donné que pour commencer un Princess Quest il faut avoir fini les précédents, cela implique que Jérémy aurait terminé les 3 premiers avant le début du jeu. Peut-être est-il même l'auteur des messages qui nous apprennent cette règle. Grâce à la bande d'arcade, Jérémy parvient à atteindre un nouveau niveau de la matrice, lui permettant d'échanger son masque virtuel contre les restes de son ennemi, et permettant à Vanny de le détruire, laissant Jérémy bloqué dans le système, victorieux, mais seul. Maintenant que ça c'est dit, nous avons tout le contexte nécessaire et il est temps de passer à l'analyse des fins de Ruin. Pour rappel, Cassie, fille de Jérémy et meilleure amie de Gregory, est appelée dans le Pizzaplex en ruine pour sauver ce dernier. On ne sait pas vraiment à quelle fin de Security Breach ça fait suite, faites votre choix. Et la petite devra désactiver le système de sécurité grâce au masque de Lapine Blanche tout en évitant les animatroniques et Mexis. Après des retrouvailles douce amère avec Eclipse et Roxy, Cassie se voit obligée de techniquement tuer son ami Louve pour sauver Gregory. Mais le jeune garçon se révèle être en réalité le Mimic, ayant trompé Cassie pour la forcer à le libérer. Mais alors qu'il allait attaquer, Roxanne Wolf débarque de nulle part, bien vivante et prête à protéger la petite. Et maintenant la suite. Alors que Cassie fuit, son talkie-walkie capte un signal extérieur. Il s'agit du véritable Gregory, ayant essayé de la contacter toute la nuit pour la prévenir du traquenard. Il nous apprend que Mexis était en réalité l'avatar du système de sécurité, et qu'il envoyait les animatroniques à nos trousses pour s'assurer que le Mimic reste bien enfermé. Malheureusement, Roxy perd le combat et Cassie doit s'échapper, aiguillée par le vrai Gregory, lui servant de guide à travers les tunnels. Et à partir de ce moment-là, 3 fins s'offrent à nous. La première, nommée Brasil dans les fichiers du jeu, se déroule comme suit. Si on n'écoute pas les instructions de Gregory et que l'on va à l'opposé, on arrive à un cul-de-sac où se trouve un Fredbear en carton portant des glaces. Et si on met le masque devant... I'm okay. I found a spot to hide. Vous n'avez rien compris? C'est normal, tout ceci n'est qu'une illusion. Et c'est là où le nom de fin Brasil prend tout son sens. Car plus que de renvoyer au pays qui a un gros monsieur en pierre qui typose sur le monde, ce titre est en fait une référence à un film de 1985. Et spoiler, la fin de Brasil, c'est littéralement l'esprit du protagoniste qui s'évade dans un monde imaginaire utopique où il a une happy ending avec la femme de ses rêves et blablabla. Tandis que dans la réalité, son corps est en train de subir les pires supplices, attaché à une chaise de torture. Et une fois qu'on a cette information, la fin devient beaucoup plus compréhensible. L'esprit de Cassie est projeté dans une vision onirique de ce qu'elle souhaite, revoir Gregory heureux et en paix. Mais son corps a probablement été déjà trouvé par le Mimic,
Et qui sait si elle est seulement encore en vie. Mais si c'est une illusion, on s'en fiche, non? Eh bien, tout aussi illusoire que soit cette scène, on peut quand même en tirer quelque chose. L'éléphant dans la pièce, c'est la ressemblance évidente entre cette cinématique et la fin Princess Quest. Mais en allant un peu plus loin, on se rend compte de quelque chose de bien plus perturbant. D'abord, la phrase que prononce Gregory est une réplique que l'on a déjà entendue plus tôt dans le jeu. Précisément, elle est dite par le mimique, alors qu'il se faisait passer pour lui. Ensuite, on peut voir LP à ses côtés. Pas Glamrock Freddy, LP. Et comme on l'a vu plus tôt, LP, c'est Glitchtrap. Et qu'importe que vous pensiez que Glitchtrap soit Afton ou le programme du mimique, parce que, à l'époque de Ruin, le virus n'est plus. Et qui reste-t-il pour diriger la matrice, si ce n'est Vanny elle-même? Et là, tout prend son sens. Pourquoi Maskbot et les Mini-Music Men ont des oreilles de lapin? Pourquoi est-ce qu'il y a des tags d'elle partout dans le Pizzaplex? Pourquoi est-ce que le système s'appelle le réseau Vanny? Parce qu'elle est toujours là, et que maintenant, c'est elle la boss. Ça a même du sens avec LP lui-même. Dans Hellpointed 2, il ressemble à un personnage de Freddy and Friends, fonctionnant avec Glitchtrap, dont l'aspect renvoie à Spring Bonnie, un vieux personnage de la licence. Mais Vanny est contemporaine du Pizzaplex, expliquant que dans Ruin, LP est une apparence plus moderne, en accord avec la charte graphique du lieu. Et sur cette image, où on voit Gregory et LP en train de rire côte à côte, on voit en fait le mimique, car ce sont bien ces mots que Gregory prononce, et Vanny qui jubile ensemble. La fin Brasil, ce n'est pas le refuge onirique d'une enfant, c'est Cassie qui est tombée dans le piège des méchants. Maintenant, on pourrait arguer que Vanessa est présente à l'écran, donc que LP ne peut pas représenter Vanny. Sauf que Vanny et Vanessa ne sont narrativement pas le même personnage. Alors oui, elles sont deux faces d'une même pièce, mais comme dit plus tôt, Vanny peut subsister indépendamment de Vanessa, même si la fin Princess Quest s'est bien déroulée. D'ailleurs, remarquez à quel point elle est isolée spatialement des autres. Elle regarde même dans la direction opposée, ce qui a... Oh. Ok, alors, au début, j'avoue, j'avais pas du tout prêté attention à ces ballons. Je veux dire, c'est des ballons, ça pourrait juste être là pour donner une aura de pseudo-joie. Mais en faisant mes recherches, j'ai trouvé ça. Ce sont exactement les mêmes ballons, de la même couleur, dans le même ordre et dans la même disposition que dans le mini-jeu Happiest Day de FNAF 3. Le même mini-jeu qui marquait la vraie fin, celle où les âmes du MCI pouvaient reposer en paix. Est-ce une preuve que la fin Brasil est la vraie fin de Ruin? J'irai pas jusque là, mais le fait est que, pour une raison ou une autre, le MCI reste important pour l'arc narratif actuel. Sachant que Hellpointed 2 était probablement déjà en développement pendant la finalisation de Ruin, et vu que le plan original était que ce soit Vanny qui donne les poupées du souvenir, on peut penser que cette fin, où Vanessa a le regard sur les ballons du Happiest Day, puisse être le reliquat d'un arc liant Vanessa au MCI, qui a depuis été coupé. Ainsi, malgré l'aspect joyeux de la scène, on comprend pourquoi Cassie conserve un souffle paniqué. Parce que, si la fin Princess Quest est canon, peut-être que, comme B7, Vanny cherche un nouvel hôte à parasiter pour sortir de la matrice. Et maintenant que l'esprit de la petite est bloqué dans le système, peut-être l'a-t-elle trouvé, sa nouvelle hôte. Alors, on va aller bien plus rapidement sur la deuxième fin. Au cours de Ruin, Cassie sera souvent amenée à utiliser un système de caméra. En dézoomant au maximum, on pourra, à chaque fois, trouver une caméra secrète. Et en s'y connectant, on ouvre une porte dans un environnement inconnu. Une fois toutes les portes ouvertes, la fin Scooper est débloquée. Le mimique porte désormais un costume, dont l'interprétation majoritaire est qu'il essaye de ressembler à Gregory, et se met à poursuivre Cassie comme en temps normal. En suivant les instructions cette fois, on arrive jusqu'aux portes que l'on a ouvertes. En passant à travers elles, on arrive dans ce qui ressemble à la salle du Scooper de Sister Location, et... J'avoue n'avoir que peu de réponses, mais beaucoup de questions! Notamment, au hasard, pourquoi est-ce qu'il y a un scooper sur le Pizzaplex? Je veux dire, à cet étage, on est dans le faux restaurant de FFPS. Le piège d'Henri avec les lance-flammes et tout, il a rien à faire là! Personnellement, je ne vois que deux interprétations possibles. Soit Henri avait préparé un scooper pour une raison quelconque, une arme contre William, un moyen de contrer les fun times, je sais pas!
soit le faux restaurant de FPS se trouve lui-même au-dessus d'un autre bâtiment. Le seul autre bâtiment à avoir un scooper, le Circus Babies Entertainment and Rental. Ça pourrait même expliquer pourquoi Hellpointed 2 fait la part belle à Sister Location, ou où est-ce que le Blob a trouvé sa tête de Funtime Freddy. En quoi est-ce important? Ben, pour la fin Scooper, en rien. Car le problème de cette fin, c'est qu'elle est beaucoup trop satisfaisante en elle-même. Le Mimic est mort, Cassie est en vie, elle a un moyen de contacter Gregory. Bon bah plus qu'à retrouver Roxy, on passe chercher Eclipse à la limite et puis on rentre quoi. Il n'y a plus de menace directe, tout a été solutionné. Alors oui, il reste Vanille dans le système, mais on rallume Mexis et puis basta. Le problème de cette fin, c'est qu'elle peut donner des indices intéressants sur la topologie du lieu ou remettre en perspective les intentions d'Henry, mais en elle-même, elle ne dit rien. Ou alors je suis trop débile pour le comprendre. Vous l'attendiez, vous la connaissez, c'est la fin la plus facile à avoir car elle n'a aucun prérequis à part celui de finir le jeu. Il est temps de passer à la fin ascenseur. Si vous finissez le jeu normalement, donc sans activer toutes les caméras secrètes, et que vous suivez les instructions de Gregory, donc sans tomber sur le carton de Fredbear, Cassie arrivera à un ascenseur. Le Mimic se rue alors sur l'enfant qui lui referme la grille dessus, lui coupant un bras. L'ascenseur se met ensuite en marche et... Cassie, it's me. I think I need to explain a few things. You were never supposed to go to the Pizzaplex. That thing in the sinkhole tricked you. I really don't know what it is, but it's been trapped down here a really long time. The Nexus security program was designed to keep it hidden, but you shut down the security, and now it's free. It's not your fault. I know you did it for me, to save me, but we can't risk being followed. I'm sorry. Gregory? No! Fin. Enfin... Cassie. Voilà, maintenant, fin. Alors, il y a beaucoup à dire. Déjà, commençons par le plus évident, Gregory est-il un sale traître? Peut-être? Non, sérieusement, ça peut paraître idiot comme ça, mais on sait pas vraiment si c'est Gregory ou le Mimic qui nous fait tomber à la fin. Si on écoute bien, entre le moment où il nous explique ce qu'il sait sur le Mimic et le moment où il nous dit qu'il va lâcher l'ascenseur, on entend un léger Larsen. Ce que certains interprètent comme étant une coupure de communication. De plus, lors de cette cinématique, les sous-titres sont dédoublés, comme si non pas un, mais deux Gregory parlaient l'un sur l'autre. Alors, ça pourrait juste être un bug, mais c'est l'unique moment du jeu où ça fait ça. Ainsi, on pourrait en déduire que la personne qui nous parle après ce Larsen serait le Mimic imitant Gregory. Et c'est vrai que ça aurait beaucoup de sens. Après tout, pourquoi guider Cassie vers l'ascenseur si c'est pour le condamner de toute façon? Et puis, Cassie était déjà dans l'ascenseur, le Mimic ne pouvait pas s'en servir tant qu'elle n'avait pas atteint sa destination. Gregory aurait pas pu juste attendre qu'elle arrive en haut avant de le cracher? Ça aurait eu le même résultat, mais il aurait pas risqué la vie de sa meilleure amie, qu'il a pourtant essayé de contacter toute la nuit pour la tirer de là. Puis, d'où est-ce qu'il peut faire tomber l'ascenseur? Depuis quand est-ce qu'il peut agir sur autre chose que l'audio? Alors qu'on a laissé le Mimic devant la console de commande de l'ascenseur, c'est déjà plus crédible. D'un point de vue narratif, il n'y a aucune raison à ce qu'il nous trahisse subitement, mais... Oui, il y a un mais, bien évidemment qu'il y a un mais. Dans FNAF, il y a toujours un mais. On peut pas avoir un truc simple dans cette série. Même un pote qui veut aider sa pote, il faut qu'il y ait un... Dans les fichiers du jeu, les dialogues du Mimic utilisant la voix de Gregory sont annotés Grimic. C'est comme Gregory, mais en plus Mimic. Alors que les dialogues du vrai Gregory sont annotés Gregory. Et oui, le dialogue de la traîtrise est aussi noté Gregory. À ce niveau-là, c'est vraiment ce à quoi vous préférez donner de l'importance. Si vous donnez plus d'importance aux indices méta, alors c'est vraiment Gregory, et ce gamin est incohérent, a du sang sur les mains et visiblement un coupe-câble longue distance. Si vous préférez donner de l'importance à la cohérence narrative, alors c'est le Mimic, et Steelwool l'a noté Gregory pour brouiller les pistes. Dans tous les cas, quelqu'un a fait tomber cet ascenseur et Cassie est morte. À moins que... Alors, oui, je sais, il y a un petit truc pas très connu qu'on appelle les lois de la physique, qui fait qu'elle devrait être morte après être tombée dans ton étage, mais Joker, on est dans un jeu vidéo. Plus sérieusement, présenter une nouvelle héroïne et la tuer aussitôt, ça n'a aucun sens narrativement. Surtout que Hellpointed 2 a continué à mettre en perspective ce qui lui arrive. Roxy qui appelle Cassie après les crédits, c'est pas dû au hasard. Alors oui, quand tu appelles le nom de quelqu'un que tu cherches, ça veut pas forcément dire qu'il est vivant, ok. Mais outre le fusil de Chekhov, ce dialogue a été écrit, pensé, réfléchi. On a payé Martha Svetek pour qu'elle le joue, on l'a programmé, intégré. On fait pas ce genre d'effort sans raison. Ce dialogue doit exprimer quelque chose. Mais qu'exprime-t-il précisément ?
J'ai vu des gens proposer l'idée que Cassie serait morte, mais que son âme aurait hanté Roxy, expliquant ce dialogue. Et c'est vrai qu'il y a peu de choses qui font plus FNAF qu'un robot hanté par un enfant mort. Ça pourrait même être intéressant, vu que Roxy est sentiente, de voir son identité personnelle et l'âme de Cassie cohabiter. Mais je ne pense pas que ce soit la direction que ça va prendre. En réalité, je pense que Cassie est vivante. Et ce, à cause d'un des thèmes narratifs principaux du 3e arc, la répétition. Depuis le début de cette vidéo, je mets beaucoup l'emphase sur le thème narratif de la confusion entre le réel et le fictif. Mais dans les faits, il y a un autre thème majeur dans le 3e arc, la répétition. Glitchtrap, Vanny et le Mimic ne sont que différentes variations de ce thème, et au cours de cette vidéo, on a vu se former de nombreux parallèles entre les nouvelles histoires et d'anciens concepts familiers. Si on regarde bien, les protagonistes de chaque jeu sont même des réécritures des concepts de ceux des arcs précédents. Vanessa est une réécriture de Michael Afton. C'est une jeune femme ayant un père manipulateur et toxique, dans le film c'est même littéralement la fille d'Afton. Elle a provoqué contre son gré la mort d'enfants en étant masquée, et après avoir été utilisée comme un outil par un psychopathe déguisé en Spring Bonnie, elle décide de s'opposer à lui et de partir en quête de rédemption. Gregory et Cassie, ce sont des réécritures du Golden Duo. Gregory a l'apparence du Crying Child avec la personnalité vengeresse et combative de Cassidy, tandis que Cassie a quasi littéralement le nom de Cassidy avec la sensibilité et l'introversion du Crying Child. Et l'histoire de Jeremy le bêta-testeur est tellement une réécriture de celle de Jeremy Fitzgerald qui sont probablement le même mec. Mais même sans prendre ça en compte, ça reste l'idée d'un mec qui bosse pour Fazbear, voit les horreurs arriver et finit avec le crâne ouvert à cause de ça. Mais le truc que je trouve vraiment intéressant, c'est que, en plus d'être des doubles des personnages du passé, chaque protagoniste du 3e arc a une animatronique avec qui ils partagent un concept, leur histoire s'écrivant en miroir ou se répétant. Le lien le plus évident, c'est celui unissant Gregory à Glamrock Freddy. Seul animatronique à ne pas être sous l'emprise de Glitchtrap dans Security Breach, Glamrock Freddy est le seul allié de Gregory et devient sa figure paternelle. Bon, on l'a déjà dit dans la première vidéo, mais Security Breach a plus de contenu inutilisé qu'un jeu EA sans DLC. Il est donc difficile de savoir ce que le scénario original aurait dû être. Cependant, si on prend en compte les nouvelles, des traces d'un lien narratif fort existent. Dans la nouvelle GGY, le personnage de Greg, qui est majoritairement interprété comme étant Gregory, dans la même temporalité ou non, utilise sa connaissance du réseau pour avoir les animatroniques à sa botte. Et celle qui est explicitement désignée comme étant son garde du corps et même son homme de main est encore une fois Glamrock Freddy. Dans la même nouvelle, il est impliqué que Greg serait contrôlé par le Mimic, à la manière de Vanessa, et il serait même son meilleur apprenti. De plus, les dialogues inutilisés semblent dire qu'originellement, ce n'était pas censé être des staffbots, mais directement les Glamrock hackés qui détruisaient l'ours. Gregory, comme Freddy, ont donc tous deux été les marionnettes d'un maître maléfique dont ils étaient le bras droit, jusqu'à réussir à se libérer de son emprise. Mais une fois cela fait, ils perdirent leurs souvenirs et se retrouvèrent sans défense, traqués par leurs anciens alliés. Dans Ruine, on peut trouver un peu partout des petits robots attention sol glissant. En utilisant le masque, ils se mettent à observer Cassie et elle peut les désactiver. En désactivant tous les petits robots du jeu, on ouvre une porte secrète dans l'attraction de bowling, le Bonnie Bowl. On y trouve alors le cadavre de Glamrock Bonnie, entouré des derniers petits robots. Et qui de mieux pour servir de miroir à un Bonnie aimé du public mais ayant soudainement disparu, que Jérémy, un père aimé de sa fille mais ayant soudainement disparu. Les deux personnages sont d'abord uniquement nommés dans le jeu où ils sont introduits avant d'apparaître physiquement dans le suivant. Dans Hellpointed 1, Tape Girl nous apprend que Glitchtrap avait essayé de posséder Jérémy et qu'il s'était coupé le casque massicot pour l'empêcher. Dans Hellpointed 2, la pose de la statue de Glamrock Bonnie est la même que la pose de Glitchtrap quand il se fait écraser par Vanny, les liant également. Et si on regarde bien les restes de Bonnie, on remarque que ses yeux brillent toujours. En mettant le masque et en désactivant les derniers petits robots, on peut voir ses yeux s'éteindre avec eux. Ce qui est impliqué ici, c'est qu'après sa mort, Bonnie était toujours là, coincé dans le réseau, forcé de regarder, impuissant, à travers les yeux des petits robots. Prédisant ce qui arrivera à Jérémy dans Hellpointed 2, piégé dans le système après sa mort, forcé de voir à travers les yeux de Maskbot. Vanessa et Vanny sont écrites quasi exactement comme Soleil et Lune. Vanessa et Soleil sont deux personnages positifs ayant une personnalité alternative meurtrière. Les deux se veulent rassurants envers les enfants, mais sont en fait profondément amers et critiques envers leur travail. Ugh. I hate kids. So bad. Whew. I should turn off the lights myself. Les deux sont des figures d'autorité et de protection pour les enfants, respectivement garde de sécurité et responsable de garderie. Lune et Vanny sont les deux seuls antagonistes à pouvoir trouver Gregory même s'il est à l'intérieur de Freddy. Ils sont les seuls antagonistes à avoir un effet visuel lié à leur présence. Ils ont même une démarche similaire.
Des animations coupées de lune ont été réutilisées pour Vanille, la machine d'arcade Balloon World, qui est la seule à mettre en scène Soleil et Lune, ne se trouve qu'à 2 endroits du jeu, la chambre de Soleil et Lune et la chambre de Vanille en souterrain. Dans la fin de Hellpointed 2, Lune est littéralement le grappin de Vanille. Vanille dort dans une couverture estampillée Lune. Ça fait beaucoup là, non? Et qu'est-ce qui leur arrive? Vanessa se fait sauver par Grégory et redevient saine d'esprit et amicale dans la réalité, tandis que Vanille s'étend toujours dans le système. Tout comme Soleil et Lune se font rebooter par Cassie, devenant le gentil Eclipse et retrouvant un équilibre antérieur. Alors que la corruption est toujours présente dans le système AR, sous la forme de Jacko Lune, une animatronique représentant le pire des deux, trouvable uniquement dans les zones corrompues de Hellpointed 2. Et on arrive enfin à Cassie, dont le destin fait écho à... Et là, je vais vous surprendre. Roxy! Non, je déconne, tout le monde s'y attendait. Alors, j'ai déjà expliqué en quoi Cassie est un miroir de Roxy. Mais ce qui est vraiment intéressant à propos de la louve dans Ruine, c'est à quel point tout ce qui lui arrive préfigure le destin de la gamine. Elle apparaît d'abord comme une antagoniste, sa cécité l'empêchant de reconnaître Cassie. Et on doit alors faire du bruit pour la pousser à dégager la voix pour nous. Mais là où les autres animatroniques sont attirés par une recréation de la voix de Cassie, Roxy, elle, est trompée par la voix de Grégory, qu'elle prend pour le vrai. Ce n'est d'ailleurs pas qu'un élément de gameplay, car c'est directement parce qu'elle prend le mimique pour Grégory qu'elle s'enfoncera plus profondément dans le Pizzaplex, et qu'elle se retrouvera prise au piège sous un chariot élévateur. Alors là, je sais que c'est moi qui surinterprète, mais le fait qu'elle soit blessée par un chariot élévateur, et que ce soit précisément en utilisant un chariot élévateur que Cassie libérera le mimique, et donc se mettra en danger, c'est juste beaucoup trop gros comme coïncidence. Après un bref moment d'accalmie, la petite utilisera à contre-cœur sa face clé pour tuer sa seule alliée. Et je dis pas ça par effet dramatique, regardez ses expressions faciales ou ses gesticulations de douleur quand on l'éteint, c'est pas juste appuyer sur le bouton off, c'est un processus qui la fait souffrir. De sa perspective, Roxy s'est fait trahir et fut laissée pour morte par une vieille amie ayant agi à contre-cœur. Ça vous rappelle pas un truc? Cassie, what are you doing? So sorry. I'm sorry. Gregory? No! Mais justement, l'histoire de Roxy ne s'arrête pas là, car elle parvient, on ne sait comment, à redémarrer, et, comprenant que Cassie avait été manipulée, arrive juste à temps pour la sauver du mimique. Et c'est pour ça que je suis persuadé que Cassie est en vie, car son destin fait écho à celui de Roxy. Et si la louve s'est relevée pour protéger Cassie du mimique, je verrai tout à fait Cassie survivre à l'ascenseur et remonter pierre par pierre pour sauver Grégory du danger. Cassie. Et pour moi, c'est ça que préfigure cet appel à la fin des crédits. Alors oui, sur le web, certains proposent l'idée que ce soit pas vraiment Roxy, mais le mimique lui-même qui l'appelle. Et c'est techniquement possible, mais narrativement illogique. Le but du mimique, c'est de sortir. Pourquoi est-ce qu'il irait plus profond pour aller chercher la gamine? Pourquoi est-ce qu'il l'appelle alors qu'il pourrait juste la tuer? Et pourquoi imiter Roxy? Cassie s'est déjà fait avoir une fois, même si la répétition est un thème récurrent, faudrait quand même pas déconner. Voilà donc ce que je peux tirer des 3 fins de Ruine. Maintenant, à savoir laquelle est canon... Eh bien, comme dit, la fin Scooper ne pointe vers rien, donc j'aurais tendance à la disqualifier d'office. Il ne reste donc que la fin Brasil et la fin Ascenseur. J'avoue que, vu ma théorie du lien narratif entre robots et humains, j'aurais tendance à parier sur la fin Ascenseur qui fait écho à Roxy. C'est aussi la seule à se finir sur un cliffhanger, appelant à une suite directe. Même si j'avoue que Brasil semble ouvrir plus de portes, avec une Cassie possiblement contrôlée par Vanille. Surtout qu'elle a été bien mise en avant par Hellpointed 2. En conclusion, je dirais donc que Brasil est possible, mais je pencherai plus pour la fin Ascenseur. Dans tous les cas, on n'aura pas la réponse tout de suite, étant donné que Secret of the Mimics sera une préquelle. Mais ça, on en discutera la prochaine fois, où je parlerai des différents teasers que l'on a pour l'instant, des différentes théories que l'on peut en tirer. Pour ceux qui savent, on va parler du Fall Fest et du projet Carnival. Et en général, on va faire des plans sur la comète et je vais honteusement utiliser ma subjectivité pour... exprimer un avis subjectif. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux pour ne rien rater de la suite. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que la deuxième vidéo devrait être plus courte que la première? Ouais, j'ai sous-estimé ma capacité à yap pendant des heures. Et je vous préviens tout de suite, la vidéo sur le futur de FNAF, ce sera pas pour le mois prochain. J'ai déjà très mal géré mon temps pour sortir la vidéo du présent. Je vais être franc, il n'y a aucun univers où je fais cette vidéo là pour avril. Donc, soyez pas surpris si vous voyez la première vidéo de Fox ou de Lix le mois prochain. Je vous dis à mai. C'était Ulti pour la chaîne Innommée. Allez, bye bye.